Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite et c'est dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information avec ces images de l'après-victoire électorale du président de la Côte d'Ivoire. L'ambiance était festive hier dans le quartier général de la coalition d'Alassane Ouattara à Abidjan. Alors si aucune fête spontanée n'a été observée dans la ville, eh bien les célébrations au QG du chef de l'État réélu ont bien tenu à marquer la réélection sur ce score écrasant de 83,66% de son dirigeant. La fête a également battu son plein à l'hôtel du Golfe, la même où Alassane Ouattara avait passé plusieurs mois en 2010-2011 lors de la crise post-électorale. Parmi les musiciens qui ont chanté pour l'occasion, il y avait notamment DJ Arafat, l'un des ambassadeurs du coupé-décalé ivoirien. Sans pour autant prendre la parole, eh bien, le président Alassane Ouattara a tout de même tenu à saluer ses supporters hier soir. Et un peu plus tôt dans l'après-midi, l'ancien candidat à la présidentielle Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien a déclaré qu'il prenait note du résultat du scrutin. Celui qui est arrivé second dans la course électorale avec seulement 9,29% des suffrages exprimés a tout de même publiquement adressé ses félicitations à M. Ouattara. M. Affi-N'Guessan a ajouté que le pays avait besoin de réconciliation et de démocratie. Du côté des sympathisants d'Alassane Ouattara, venus célébrer sa réélection hier dans son QG, c'était évidemment la joie qui a prédominé. On écoute. Nouveau mandat, c'est une continuité. Il a déjà fait beaucoup, je pense qu'il va faire encore plus. Et peu avant cette célébration, le président de la Côte d'Ivoire réélu a rencontré son Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, et ce pour une première séance de travail. Le chef du gouvernement ivoirien était accompagné des ministres d'État, ministres de l'Intérieur et de la Sécurité et du secrétaire général de la République. Après 1 heure de réunion environ, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a déclaré que les discussions avec le président Alassane Ouattara avaient concerné les résultats de l'élection présidentielle, mais aussi la tenue du premier Conseil des ministres qui est prévu le mercredi 4 novembre prochain. Le gouvernement ivoirien est donc déjà au travail, et ce avant même la proclamation officielle de la victoire de M. Ouattara par le Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara devrait être investi au cours de la première quinzaine du mois de novembre. Des élections législatives auront ensuite lieu d'ici les 2 prochains mois. Nous vous annoncions hier dans notre journal Vox News la libération au Nigeria de 338 otages de Boko Haram. Ces enfants et femmes retenus par le groupe islamiste armé ont pu être sauvés grâce à une opération de l'armée nigériane annoncée hier. Du côté notamment des militants pour la libération des adolescentes enlevées à Chibok, l'initiative est déjà un succès à saluer. Écoutez. Si je n'avais pas d'espoir, je n'aurais jamais rejoint ce mouvement pour pousser le gouvernement à prendre leurs responsabilités. Je ne me serais jamais battu pour le retour des filles de Chibok et je ne me serais jamais battu pour la nation. Pour le moment, nous sommes satisfaits. Comparé à ce qu'on a vu pendant le gouvernement précédent, l'armée a été à la hauteur d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent. Nous avons vu des preuves concrètes. Cela nous fait garder espoir. Ce n'est pas comme le gouvernement précédent qui ne se souciait pas de ce qu'on faisait ou disait. Je constate une amélioration dans leur stratégie. Nous avons de bons rapports avec la communauté internationale et nous allons en voir les bénéfices. Le gouvernement américain a envoyé des troupes au Cameroun, ce qui nous donne l'espoir d'un retour à l'ordre. Nous voyons un effort de collaboration, que ce soit sur nos terres ou au Cameroun. Je vois qu'il y a un effort de collaboration qui nous aide à gagner la guerre. Mortel eau de vie, cela pourrait être le titre d'un film dramatique de l'industrie du film nigérian, mais pourtant c'est bien une réalité. Au Nigeria, l'ogogoro est une eau de vie distillée clandestinement. Vendue à très bas prix, cet alcool artisanal a un grand succès, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Le hic, c'est que dans certains cas, la mixture qui compose l'ogogoro peut s'avérer mortelle. Les explications dans ce reportage. Des bidons, un four en tôle et quelques tuyaux rafistolés au milieu d'un terrain vague. Cet alambic artisanal est prêt à produire de l'eau de vie. Appelé ici au Nigeria ogogoro ou gin local, cet alcool est le plus souvent fabriqué à base de sucre et s'extrait très rapidement. Nous versons le liquide utilisé pour produire l'ogogoro à l'intérieur, donc quand on allume le feu, au bout de quelques heures, ça commence à sortir. Évidemment, la consommation d'un tel torboyau n'est pas sans danger. Plus de 70 personnes sont mortes ces 6 derniers mois au Nigeria en absorbant ces boissons frelatées,
souvent coupés au méthanol. Malgré les polémiques sur leur légalité, ces liqueurs locales sont toujours distillées avec la complicité des autorités. La police vient de passer pour récupérer du gin. Ils ne posent pas de problème. Ils viennent juste pour boire un coup et ils repartent. À Lagos, des petites fioles d'eau-de-vie se trouvent à chaque coin de rue. Pour seulement quelques centimes d'euros, la dose est assurée. Mais les consommateurs sont souvent mal informés sur les dangers de l'alcool. Certains y voient même des vertus médicales. Je me sens comme un PDG. J'ai l'impression d'être un champion parce que j'ai une montée de sucre là. Ça fait 3 ou 4 mois que je n'ai pas été à l'hôpital ou eu à me plaindre de mon paludisme ou de maux de tête. Contre toutes ces maladies, je prends un coup de ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un quart de la production mondiale d'alcool est clandestine. Des cas similaires au Nigeria se sont produits récemment en Inde où une centaine de personnes sont mortes empoisonnées par des alcools trafiqués. Mais aussi au Kenya, en Libye ou au Pakistan. La pauvreté, le manque de sensibilisation et de régulation des États étant bien souvent un terreau fertile pour la consommation de cette mortelle eau-de-vie. Au nord du continent, plusieurs milliers d'étudiants en médecine ont manifesté hier dans la capitale du Maroc, Rabat. Rassemblés devant les locaux du ministère de la Santé, ils ont fait entendre leur non à un projet de loi qui souhaite établir un service médical obligatoire de 2 ans et maigrement indemnisé, et ce, après la fin de leurs études. Selon le ministère de la Santé, à l'initiative de ce projet de loi en cours d'examen par le Parlement, eh bien, le document vise à répondre aux besoins des régions défavorisées, notamment dans le milieu rural. Mais pour les étudiants marocains, qui font déjà 8 à 13 ans d'études avant d'obtenir leur diplôme en médecine, ne percevoir que 10 à 320 € mensuels d'indemnisation pendant ces 2 ans, ce n'est pas acceptable. C'est même de l'exploitation selon leurs termes. 2 membres de la Commission nationale des étudiants de médecine du Maroc expriment leur point de vue. On les écoute. Ce qui nous pousse à boycotter nos études depuis 60 jours, médecins internes et résidents, et déclarer la grève nationale, c'est le service obligatoire qui vise à nous exploiter pour une durée de 2 ans pour nous jeter sans aucun droit de passer le concours d'entrée à la fonction publique. La question qui se pose aujourd'hui, si l'État marocain va arriver à avoir 2000 médecins par an, qu'est-ce qui va le pousser à recruter des médecins après ? Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de continuer le dialogue en le concluant avec un document signé. Nous ne voulons pas un communiqué officiel du gouvernement, mais un document signé entre la Commission nationale des médecins internes et résidents et les 2 ministères. De l'autre côté européen de la Méditerranée, l'Espagne et son forum pour la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation. Organisé par le Club de Madrid, le roi d'Espagne Felipe VI l'a inauguré mardi à Madrid. Ce forum réunit plusieurs dizaines d'anciens chefs d'État ou de gouvernement démocratiquement élus. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, concluait les travaux de ce forum hier mercredi. Le roi espagnol Felipe VI explique la raison d'être d'une telle rencontre et ses enjeux. Écoutez. Le Club de Madrid nous appelle à être attentifs aux dangers que représentent la violence et la radicalisation pour nos démocraties et pour l'humanité dans son ensemble. Pas seulement comme un risque extrême et lointain, mais qui se présente aussi de manière sérieuse et certaine au sein même de toutes nos sociétés. Aujourd'hui, de nouvelles formes de radicalisation et d'extrémisme transcendent les frontières nationales. Elles acquièrent parfois leur propre base territoriale et menacent nos sociétés, sapant les droits de l'homme et la démocratie à un niveau global, ce qui exige de nouvelles réponses et des réponses qui doivent être globales. Il est indispensable d'analyser et de mettre en pratique une stratégie qui intègre des mesures de sécurité non traditionnelles, des actions concertées de politique extérieure et qui impliquent des acteurs fondamentaux dans la prévention de l'extrémisme violent comme les jeunes, les femmes, les familles, les communautés locales.
La zone méditerranéenne, toujours très convoitée aussi par les migrants du Moyen-Orient ou encore d'Afrique subsaharienne. Pour eux, cette région est la porte d'entrée vers l'Europe, mais nombreux périssent en mer avant même de l'avoir franchie. C'est le cas de 7 nouvelles personnes au moins, dont 5 enfants, qui sont décédés hier dans leur traversée entre la Turquie et la Grèce. Ce sont les naufrages de 4 embarcations de migrants qui en sont à l'origine. Les gardes-côtes grecs poursuivaient encore hier leur recherche d'autres disparus potentiels au large de l'île de Lesbos. Dans la soirée, 214 personnes avaient tout de même pu être secourues. Parmi elles, beaucoup de migrants souffrant d'hypothermie. En Amérique du Sud, un phénomène naturel à couper le souffle se produit chaque année. Dans la région d'Atacama, au Chili, un mécanisme spectaculaire permet aux fleurs de pousser en plein désert. Depuis quelques jours maintenant, une large variété de fleurs a pu se redévelopper dans ce territoire très aride. Regardez ce gigantesque champ de fleurs rosées. Eh bien, ce spectacle attire chaque année des milliers de touristes contemplatifs. Une transformation de la nature rendue possible grâce à d'importantes chutes de pluie survenues en mars et en août dernier et qui ont malheureusement aussi causé la mort d'une trentaine de personnes ainsi que de nombreuses inondations et glissements de terrain dans la région. Au-delà de ces couleurs magnifiques qu'elle fait apparaître, eh bien, la pluie dans le désert d'Atacama donne aussi naissance à plus de 200 espèces de plantes. Pour la circonstance, ce sont près de 20 000 touristes qui sont attendus dans la région pour admirer cette merveille de la nature qui devrait perdurer jusqu'à la fin novembre. Écoutez. Quand ce phénomène du désert fleuri à Atacama se produit, le développement des fleurs est de 40% supérieur à d'habitude. Il y a un écosystème dormant. Pour qu'il existe, il faut que les conditions soient réunies. L'eau qui se produit de temps en temps, par exemple. Et ces espèces endormies qui attendent, elles poussent quand les conditions sont bonnes, comme la température et l'humidité. C'est comme ça que ce mécanisme spectaculaire se réveille. C'est tellement inhabituel et pourtant tellement réel. On a pris le petit déjeuner avec les fleurs, on vient d'Angleterre et on fait un tour du monde. Et terminons ce flash information avec de la mode africaine. Strass, paillettes et glamour, c'était la thématique du gala Esimbi qui s'est tenu mardi soir dans le quartier londonien de Mayfair. Au programme de cette soirée, la rencontre entre la mode, l'art, mais aussi les actions caritatives. Et oui, puisque pour l'occasion, différentes associations de bienfaisance étaient réunies pour apporter connaissance et surtout pour lever des fonds afin d'aider à la construction d'écoles pour éduquer et valoriser les jeunes enfants de la République démocratique du Congo. Le gala était organisé par la créatrice de mode congolaise Tina Lobondi, une habituée de nos studios ici à la chaîne Vox Africa. Et sur place, notre journaliste René Bissong a eu la chance de participer à ce gala Esimbi. Elle a notamment eu l'opportunité d'interroger quelques vedettes. Écoutez. C'est très important puisque c'est comme un modèle pour les pays qui sont en voie de développement, qui passent des moments un peu très difficiles. S'il y a des volontaires qui arrivent à organiser quelque chose à leur échelle, c'est vraiment un exemple qui peut contribuer au développement du pays et du monde, je crois. C'est hyper important de les aider, de les supporter à ce moment-là dans leur vie. Donc pour moi, c'est un événement, un social enterprise qui peut aider des jeunes à pouvoir réaliser leurs rêves. Ça a beaucoup d'importance parce qu'il faut en fait encourager les générations futures à développer aussi leur talent et à avancer parce qu'on a besoin de faire avancer le futur. On ne peut pas juste avancer et ne rien donner aux générations qui suivent. Les personnes qui sont venues aujourd'hui étaient fantastiques. On a eu des personnes du Conseil de la mode britannique. Je suis vraiment ravie du fait que tout le monde soit venu ce soir. C'était beaucoup plus que ce que j'attendais. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash de ce jeudi 29 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À bientôt.